Fusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Le sentiment de justice et le dialogue comme mode de prévention des conflits en milieu de travail. Mon nom est Amélie Poirier, je suis avec le groupe Entreprises en santé et je serai accompagnée de Madame Caroline Lemay, avocate de formation et spécialisée au deuxième cycle en gestion des différends et fondatrice du cabinet conseil Omega Ombud Service. Pendant plus de 10 ans, Caroline développe une expérience d'intervention en tant que tiers neutre et impartial tant à l'étranger qu'à Montréal, auprès de différents groupes dont des détenus politiques, victimes et auteurs d'agressions sexuelles, personnes en situation d'itinérance, des citoyens et commerçants et plus encore. La richesse de son expérience l'amène à conceptualiser sa pratique et développer une vision multidisciplinaire de la justice qui mise sur l'intelligence naturelle des personnes auprès de qui elle intervient pour prévenir l'escalade des conflits et leur judiciarisation. Sensibilisée par l'éthique organisationnelle, l'importante place du travail dans notre société et la hausse des problèmes de santé mentale développés en milieu de travail, elle crée le cabinet conseil Omega Ombud Service en 2017. Elle y offre une variété de services aux organisations qui souhaitent mettre en place une mesure de prévention des conflits et de protection de la santé psychologique au travail afin de faciliter la création et le maintien d'un milieu de travail juste et équitable. Donc, avant de commencer la présentation en compagnie de Madame Lemay, je vous invite tous à regarder à la droite de votre écran. Vous verrez la plateforme en gris. Il s'agit de la plateforme qui vous servira tout au long du webinaire pour poser vos questions sous l'onglet questions. Vous pourrez nous les transmettre par écrit et nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Madame Lemay. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Je suis très contente de vous présenter ce webinaire sur le sentiment de justice et le dialogue comme mode de prévention des conflits en milieu de travail. OK, d'accord. Excuse-moi, Amélie, peux-tu me dire si tu vois le petit côté, l'onglet à côté, si ma présentation est cachée? Donc, ta présentation, Caroline, est tout à fait claire et je crois que tu as tout simplement retiré la petite plateforme pour que toi, tu puisses bien la voir. Voilà. Est-ce bien ça? Oui, tout à fait. OK. C'est parfait. Merci. Désolée. Oui. Aucun problème, c'est la technique. Merci. Donc, voilà, comme Amélie elle a mentionné, j'ai développé une expérience pratique d'une dizaine d'années en tant que tiers neutre et impartial dans différents contextes, tant ici qu'à l'étranger. Ça a été des projets très intéressants sur lesquels j'ai été appelée à intervenir, sauf que malheureusement, malgré ma formation en avocate, j'ai été appelée à intervenir dans des contextes où le droit ne s'appliquait pas. C'était ça parce que aux yeux de mes interlocuteurs, le droit était pas légitime. C'était surtout quand je travaillais en droit international. Donc, c'est un peu difficile de faire valoir les règles de droit comme pour pouvoir modifier les comportements des gens. Mais aussi, j'étais aussi appelée à intervenir dans des contextes où le droit était tout simplement inexistant. Donc, c'était des situations, par exemple, on parlait de la cohabitation en différents groupes, mon intervention misait plus sur les relations interpersonnelles. Donc, du fait que j'avais reçu une formation très rationnelle et aussi qui était une éducation qui parlait des normes tangibles, des normes écrites, et puis en droit, on est formé d'une façon où la règle de droit, c'est un peu le dogme absolu. Je me sentais un petit peu dépourvue, donc malgré le fait que je voulais absolument remplir mon mandat, j'ai été obligée de développer une approche d'une façon plus spontanée et intuitive pour pouvoir réaliser mes objectifs. Donc, un peu, j'étais obligée de prendre une posture un peu plus d'humilité, si je peux dire, malgré toute mon inexpérience de la vie, pour pouvoir réussir à accomplir mes mandats. Et puis, c'est ce qui m'a amené justement à reconnaître mon ignorance du milieu dans lequel je travaillais, parce que souvent, j'étais un peu parachutée dans certaines circonstances dans lesquelles j'avais jamais mis les pieds, je connais ni les gens. Donc, le fait de ne pas avoir d'outils sécurisants, si je peux dire, j'ai été obligée de justement prendre cette posture d'humilité-là et puis de pouvoir mieux comprendre le milieu dans lequel j'intervenais. Donc, ça m'a amené à poser des questions, à m'intéresser à mes interlocuteurs, à comprendre, à essayer de comprendre comment ils vivaient certaines situations.
C'est ce qui a fait en sorte que j'ai réalisé au fur et à mesure que j'avançais que ça me donnait des bien meilleurs outils d'intervention parce que je connaissais le contexte dans le milieu dans le milieu dans lequel je travaillais. Et puis, j'étais capable d'identifier les leviers aussi qui étaient constructifs pour pouvoir les utiliser pour que mes décisions soient meilleures et puis qu'elles puissent assurer la participation des gens avec qui je travaillais. C'est ce qui m'a amené justement à réfléchir, à dire que malgré ma formation où la norme écrite était celle qui était la plus valable à mon avis, j'ai réalisé que toutes les normes qui étaient intangibles, qui sont reliées soit à la personnalité d'un individu, à ses valeurs, à son éthique, à sa morale aussi, mais aussi dans la culture organisationnelle ou sociale ou culturelle dans laquelle j'étais amenée à intervenir. Ces normes intangibles-là avaient une plus grande force et une plus grande résonance envers les gens avec qui je travaillais. Et puis, j'ai réalisé aussi le fait de mieux connaître le milieu puis le contexte dans lequel je travaillais, ça me permettait d'obtenir la confiance des gens et puis leur participation, même des interlocuteurs qui étaient les plus hostiles. Donc, ça m'a fait comprendre que ça avait vraiment une force incroyable sur laquelle fallait je mise. C'est ce sur quoi j'ai misé pendant les 10 dernières années dans les interventions. Ça m'a toujours amené des résultats qui étaient souvent stupéfiants. Donc, le fait de pouvoir tenir compte de l'importance de la norme intangible par rapport à la norme tangible ou écrite ou non écrite, ça m'amène aussi à vous parler du défi que je rencontre en sensibilisation de la santé psychologique au travail. En fait, on vit dans un monde où justement la rationalité, le tangible, le matériel est très valorisé et puis tout ce qui est plus intangible, c'est considéré un peu comme mou, comme avec un manque de crédibilité. Et alors que la sensibilisation à la santé psychologique se fait surtout, à mon avis, en mettant l'accent sur les relations. Donc, c'est là où on tombe vraiment dans l'intangible et c'est là aussi l'importance de bien connaître son milieu pour pouvoir intervenir d'une façon qui va être respectueuse et adéquate pour les gens avec qui on travaille. Donc, l'approche que j'ai valorisée pour ce webinaire-là, c'est de pouvoir vous parler, comme justement je mets l'accent sur les normes intangibles, vous parler de différents concepts, de parler des différentes dynamiques qui sont justement un petit peu plus subtiles, mais les conceptualiser et les déconstruire aussi pour pouvoir les rendre plus concrètes. Et le fait de pouvoir les rendre plus concrètes, ça va vous donner une meilleure emprise, d'abord une meilleure connaissance de ces dynamiques-là, et puis de là, de pouvoir avoir une meilleure emprise dans votre milieu parce que vous allez connaître justement les petits leviers ou les risques que la connaissance de votre contexte va vous démontrer. Donc, pardon. Donc, la présentation, je vous propose dans un premier temps de parler de quelques fondements et concepts, donc les principes de la prévention. On va parler aussi du dialogue comme étant le moyen qui va vous permettre d'atteindre, de créer ou générer un sentiment de justice. Donc, l'essentiel du webinaire va parler de ces éléments-là. Il y a quand même une deuxième partie qui va traiter d'un cadre pour pouvoir préparer un dialogue dans un contexte où vous allez avoir à désamorcer un conflit. C'est la partie, pour moi, c'est important de vous laisser avec des outils concrets pour pouvoir intervenir, mais ces outils-là ne pourront pas prendre leur plein potentiel s'il n'y a pas une compréhension des différents concepts que j'ai mentionnés précédemment. Donc, on va passer l'essentiel du temps sur les concepts et puis de toute façon, j'ai préparé la présentation d'une façon où vous allez pouvoir, quand elle va vous être envoyée à la fin du webinaire, les outils qui sont utilisés vont être assez détaillés pour que vous puissiez les utiliser d'une façon autonome. Mais de toute façon, je reste disponible pour répondre aux questions. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin de la présentation. Donc, si on commence maintenant, on va parler des règles d'or de la prévention. En fait, il y a deux éléments qu'il faut tenir en compte qui sont fondamentaux pour pouvoir réussir à prévenir des conflits. Donc, dans un premier temps, il faut veiller à la protection des droits de chacun. Donc, ça requiert que vous ayez une idée quand même relativement bonne, ou en tout cas à tout le moins sommaire, des règles qui gouvernent votre milieu de travail. En l'occurrence, ça serait les règles de la santé et sécurité au travail. C'est pas nécessaire de connaître tous les articles, la jurisprudence qui interprète ces articles-là, mais le fait de comprendre les règles générales, les principes de la loi, l'intention du législateur derrière cette loi-là, ça va vous permettre d'établir un cadre qui va déterminer ce qui est acceptable, ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Et à l'intérieur de ce cadre-là, vous allez avoir la marge de manœuvre, vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir discrétionnaire en tant que gestionnaire pour pouvoir gérer la façon dont vous allez mettre en place les moyens de santé et sécurité au travail. Et puis, ce que je vous propose, c'en est un qui va mettre l'accent sur la protection des relations entre les parties prenantes. Donc, l'essentiel du webinaire va parler de l'élément relationnel. Et puis, vous allez voir à l'écran, j'ai dû mentionner deux éléments en rouge, justement, quand on parle des droits de chacun, mais aussi entre les parties prenantes. En fait, ça démontre l'importance de voir les choses en contexte, de mettre les choses dans leur contexte et de pas seulement les voir d'une façon isolée du contexte. Parce que le contexte, comme je l'ai mentionné plus tôt, ça donne énormément d'éléments qui vont vous permettre de comprendre quel type de moyen quel type de moyen va être pertinent à mettre en place pour pouvoir réussir à faire cette prévention-là. Donc, si on veut prévenir les conflits,
il faut savoir déjà comment ils se présentent. Ce que je vous propose ici, c'est l'échelle des conflits qui a été développée par Frédéric Glassel, qui est un professeur d'université à l'Université de Vienne. Il a réussi à conceptualiser comment le conflit s'escalade, et puis je trouve que c'est intéressant parce que ça donne un outil visuel pour pouvoir voir la progression. Donc, si on utilise cette échelle-là pour pouvoir comprendre où on doit intervenir, on peut supposer qu'il y a un échange entre différents patrons, entre différents employés ou différents membres d'une même organisation, et puis il y a un échange sur un sujet donné. Donc, le sujet devient un peu passionné, les gens ils s'embarquent dans des discussions qui deviennent de plus en plus, plus passionnées, mais qui peut avoir un certain potentiel de tension, si je peux dire. Donc, à la première étape, on va voir qu'il y a un durcissement des positions. Donc, là, c'est là où, justement, les arguments se font plus forts, peut-être le ton monte, après, il y a des arguments qui comptent, mais on reste quand même dans la nuance. Il y a quand même une distinction qu'on fait. Ça reste encore acceptable, ça peut être même très stimulant comme discussion. Mais après, au fur et à mesure où on avance, il peut y avoir une polarisation des débats. C'est là où on commence à avoir les divergences qui sont de moins en moins nuancées. Donc là, il va y avoir plus un côté noir et blanc. Donc, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Donc là, c'est là où on commence à sentir. Idéalement, c'est là qu'on devrait commencer à identifier le potentiel d'intervention pour pouvoir réduire la tension ou éviter le conflit. Mais si vous n'êtes pas là, ou bon, si vous laissez quand même la chance aux participants de discuter, faire valoir leur point de vue, il va falloir faire attention au passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est un terme peut-être un peu abstrait pour dire, en fait, c'est là où, avec la polarisation des positions, il va y avoir une espèce de recrutement qui va se faire. En fait, les gens vont devoir choisir leur camp. Les gens qui étaient peut-être pas initialement intégrés à la conversation du début, vont être amenés d'une façon plus ou moins subtile à prendre un camp par rapport à un ou l'autre des groupes. Après, la quatrième étape, c'est l'étape où il commence à avoir une personnalisation du débat. C'est-à-dire que là, c'est plus tant les arguments ou les idées qui sont débattues, ils sont critiqués, c'est les gens. Donc, ça va être important que vous puissiez intervenir idéalement à l'étape 2 ou à l'étape 3 quand vous sentez que la tension commence à monter pour pouvoir essayer d'éviter l'escalade puis ne pas avoir à défaire des tensions qui sont plus relationnelles, qui sont quand même beaucoup plus difficiles. Donc, le moyen que je vais vous proposer dans ce webinaire-là, c'est d'utiliser le dialogue, évidemment, pour pouvoir essayer de désamorcer justement les tensions qui se sont créées au fur et à mesure de l'échange. À ce stade-ci, je pense que c'est important de rappeler aussi que les règles de santé et sécurité au travail donne une obligation de moyens aux parties. Donc, ça va être important de garder ça à l'esprit parce que à mon avis, ce que j'observe, c'est quand on a des obligations de résultats, c'est qu'on passe peut-être moins de temps à trouver le moyen de qualité pour les gens qui vont le mettre en place. Ils vont peut-être plus prendre n'importe quel moyen qui est efficace pour pouvoir arriver au résultat qu'on souhaite. Alors que comme on est dans une obligation de moyens, ça va être important, si vous voulez mettre des moyens en place qui parlent à votre environnement, qui vont avoir une bonne réceptivité et puis qui vont avoir un caractère plus durable, c'est là où ça va être important. C'est là où ça met en exergue, en fait, ou en évidence l'importance de bien connaître votre milieu, tant les gens qui en font partie que la culture de l'organisation dans laquelle vous êtes pour pouvoir trouver les bons moyens qui vont arriver aux résultats que vous souhaitez. Si vous prenez les bons moyens, normalement, les résultats devraient être quand même assez bons. Donc, ça requiert aussi d'avoir une vision globale du milieu dans lequel on travaille. Donc, le moyen que moi, je vous propose, en fait, c'est un dialogue. Bien évidemment, il y en a d'autres, tout dépend des circonstances, mais je trouve que le dialogue, c'est important, c'est un moyen qui est important justement parce que ça peut être utilisé à n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte. C'est sûr, quand on est dans un contexte de tension, le dialogue est peut-être plus difficile, donc il va falloir faire attention à la façon dont il va être géré pour pouvoir s'assurer que ces objectifs soient rencontrés, mais il reste quand même que si on réussit à créer une culture de dialogue au sein de l'organisation, les conflits risquent d'arriver moins souvent parce que les gens vont savoir comment se parler. Donc, quand on parle d'un dialogue, on l'entend souvent comme étant un échange d'informations, mais on le confond, à mon avis, souvent avec le débat. Moi, en tant qu'avocate, je sais bien que la formation que j'ai reçue m'a pas formée au dialogue, m'a peut-être plus formée au débat. Donc, je suis formée pour pouvoir essayer de trouver la faiblesse dans les arguments des autres, pour pouvoir faire valoir la force des miens. Alors que le dialogue, c'est une approche qui est tout à fait différente, qui est beaucoup moins menaçante, si je peux dire. Parce que le dialogue, réellement, c'est quand on prend la peine d'exposer son point de vue, mais aussi le raisonnement qui sous-tend notre position. Puis cette position-là est écoutée par l'autre, puis elle est sous-pesée également. Et puis à partir du moment où on a énoncé notre position, l'autre peut répondre en soit identifiant les forces ou les faiblesses ou en questionnant d'une façon sincère et de bonne foi sur la validité de notre point de vue. Donc souvent, on est amené à développer nos idées. Et donc, ça nécessite que l'autre aussi soit à l'écoute de vous.
Ça peut paraître simpliste, mais pensez à des situations où vous pensiez être en dialogue, mais finalement, la qualité des échanges ne vous a pas permis de trouver des bonnes idées. Ça vous a peut-être plus permis de trouver qui avait la plus grande force d'argument. Donc, qu'est-ce qu'est le dialogue? Ben, évidemment, ce n'est pas un débat, donc c'est un échange de paroles, mais de silence aussi. C'est important de mentionner les silences parce que c'est à travers ces silences-là, c'est la qualité du silence, en fait, qui va permettre de savoir si l'autre personne écoute. Des fois, on utilise le silence pour trouver l'argument qui va pouvoir contredire ce que l'autre personne nous dit, alors que le silence doit être utilisé pour sous-peser aussi les arguments des autres. Donc, ça nous oblige à être à l'écoute du point de vue des autres aussi, puis d'écouter sa propre manière de penser. Là, je trouve que c'est un élément quand même très intéressant parce que, et à ne pas négliger non plus, parce que des fois, dans les échanges qu'on a avec les gens, même si on est bien à l'écoute avec la bonne foi et tout, il reste quand même qu'il y a des choses qui peuvent nous accrocher, ou des choses qu'on n'achète pas, ou qu'on n'est pas d'accord avec. Donc, ça peut venir de nos propres biais, que ça soit peut-être objectivement inapproprié dans un contexte de travail ou c'est peut-être vos biais personnels. Donc, le fait d'écouter votre propre manière de penser, de votre façon de réagir par rapport à ce que les autres, ça va vous demander aussi de vous questionner pourquoi vous avez ces blocages-là ou c'est pourquoi vous avez des réticences. Après, ça va être à vous de déterminer si c'est des réticences qui viennent de votre personne, de votre passé, de votre expérience et de voir s'ils sont pertinents aussi à être tenus en compte dans le contexte de travail. Des fois, on va dire oui, des fois, on va dire non. Mais le fait de passer à de faire cette réflexion-là, ça va nous permettre nous-mêmes aussi à s'ouvrir à des nouvelles idées ou à reconnaître aussi nos propres limites. Donc, ça peut être un bon outil de connaissance de soi également qu'on peut faire au fur et à mesure où on avance dans notre vie, si je peux dire. Donc, nécessairement, le dialogue va requérir un développement des habiletés. C'est important, je pense que c'est important de les mentionner parce que si le dialogue bloque, ou si les individus sont pas, avec qui vous êtes amenés à dialoguer ne manifestent pas l'ouverture nécessaire, ben le fait ou la capacité à mener un dialogue d'une façon adéquate, le fait de vous rabattre sur c'est quoi les habiletés, ça va être plus facile pour vous d'identifier où vous allez intervenir et de quelle façon. Donc, d'une part, ça demande une certaine ouverture parce qu'il faut d'abord pouvoir être capable de suspendre son jugement puis écouter les autres et puis de reconnaître aussi ultimement que son point de vue, que d'autres aussi peuvent avoir des points de vue qui sont valables. Ce qui nous amène à l'humilité aussi, ce qui nous amène à reconnaître aussi que nous, on a une version de l'histoire, on a une perspective sur une situation du fait de notre expérience de vie, notre expérience professionnelle aussi. Mais il faut reconnaître que les autres aussi ont cette expérience-là qui est différente de la vôtre, puis qui peuvent amener des idées qui peuvent être meilleures aussi. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de se mettre de l'avant soi-même, mais c'est de trouver la meilleure idée qui va pouvoir mieux servir l'objectif commun auquel on doit répondre dans un cadre de travail. Donc, évidemment, ça demande de la patience. C'est peut-être plus ardu dans un contexte où on est toujours pressé, on a toujours trop de travail. Mais si vous voulez mener un dialogue de qualité sur des sujets d'importance, ça va être important de vous donner le temps nécessaire pour pouvoir arriver à la discussion, faire aboutir les discussions qui vont être importantes pour vous. Parce que le dialogue va demander de diminuer la vitesse de pensée. Ça va vous demander de réfléchir avant de réagir. Donc, c'est sûr que si vous avez des grandes discussions à faire à un court laps de temps, vous maximisez pas nécessairement la possibilité de tirer l'essentiel de votre l'essentiel de ce que le dialogue va pouvoir vous amener. Puis évidemment, il y a un élément de collaboration et puis il faut avoir un consensus à travers toutes les personnes qui vont dialoguer de tenir un réel dialogue et non entrer en débat. Ça va être important pour assurer d'avoir un équilibre entre les échanges. Si vous êtes dans une situation où vous avez à discuter des situations qui sont peut-être un peu tendues, qui sont émotives, voire sentimentales, ça serait peut-être sage de faire intervenir un tiers neutre. En l'occurrence, quand c'est plus conflictuel, j'aurais tendance à vous recommander une médiatrice parce que les gens c'est des professionnels qui sont formés justement pour intervenir, pour amener les gens à arriver à une résolution. Alors que si c'est juste pour organiser la discussion, si vous-même en tant que gestionnaire vous souhaitez participer au même titre que vos employés à une discussion quelconque, peut-être une facilitatrice, ça serait peut-être plus intéressant dans la mesure où son rôle à elle va être plus d'organiser les échanges sans nécessairement se prononcer sur le fond, sans orienter les conversations également. Donc, le dialogue, c'est un moyen qui est important justement pour pouvoir bien connaître votre environnement, de bien connaître les gens avec qui vous travaillez aussi. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de créer un sentiment de justice auprès de vos employés et même de vos différents collègues avec qui vous allez être appelés à intervenir.
Donc, évidemment, quand on parle du sentiment de justice, je vous l'avez certainement deviné, on parle pas de la justice légale. La justice légale, elle a comme référence la conformité au droit. Donc, il faut rencontrer les exigences de la loi. Alors que si on veut y aller plus d'une façon au niveau organisationnel, je préférais, en fait, c'est plus intéressant à mon avis de mettre l'accent de notre action sur la valeur de la justice. La neuroscience et la biologie nous a démontré que la valeur de la justice, en fait, d'abord la justice, c'est une valeur universelle, mais aussi notre réactivité à évaluer si on en reçoit un traitement juste ou injuste, c'est une capacité innée chez l'être humain. Donc, le fait de miser notre action sur la valeur de la justice, vous allez avoir, c'est de solliciter le potentiel qui est inhérent à chacun des individus et puis de solliciter aussi l'évaluation qui est inhérente aussi à chaque individu. Donc, évidemment, c'est un peu plus difficile parce que chaque personne a une vision différente, mais à travers le dialogue, ça va vous permettre de comprendre ces différentes nuances-là. Donc, si on regarde, c'est quoi la définition de la valeur de la justice? En philosophie, on définit la valeur comme étant lorsque tout est à sa place. Je vous le concède, c'est quand même assez large, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur de ça, mais quand on voit justement que le sentiment de justice, lui, il se crée quand on réussit à donner aux individus, à répondre aux attentes raisonnables que les individus ont dans certaines circonstances, c'est là qu'on va réussir à pouvoir susciter le sentiment de justice. Donc, en fait, lorsque tout est à sa place, c'est quand on répond aux attentes des gens. Évidemment, il faut qu'elles soient raisonnables dans un contexte de travail en l'occurrence. Ça va être important de tenir en considération l'atteinte du sentiment de justice ou de le vérifier aussi, ou du moins d'avoir l'intention de l'atteindre, parce que le sentiment de justice, c'est ce qui va donner le statut aux individus. Si vous permettez aux gens, si vous suscitez un sentiment de justice chez les autres, le sentiment de justice peut être aussi appelé l'équité. Donc, si l'autre personne sent que elle peut être traitée d'une façon équitable, ça va lui donner l'impression ou ça va lui faire comprendre qu'elle a un rôle important à jouer dans votre organisation. Donc, c'est là qu'elle va avoir plus tendance à développer une attitude coopérative, de coopération. C'est là qu'elle va mettre à profit le potentiel qu'elle a, le potentiel pour laquelle vous l'avez embauché cette personne-là, elle va vouloir le mettre à profit à l'organisation parce que le message qui est lancé par le traitement juste et équitable, c'est justement de dire on est content que tu sois avec nous, tu as ta place et tu dois apporter une contribution. Donc de là, le potentiel va pouvoir ressortir. Ça donne aussi une certaine confiance qui, elle, sécurise l'individu. Quand on demande à quelqu'un de faire valoir son potentiel, c'est d'aller chercher un peu qu'est-ce qui est dans les tripes. Donc, il y a un élément de vulnérabilité là-dedans il faut aussi s'assurer qu'il est protégé et qu'on respecte aussi tout au long de notre action, tout au long de l'emploi de la personne. Et puis, si on veut évidemment maintenir le déploiement du potentiel de nos employés. Ce qui va être aussi intéressant et important de tenir en considération, c'est que le sentiment de justice qu'on procure chez une personne va envoyer aussi le message à ceux qui observent. Donc, c'est important aussi que dans le comportement que vous avez en groupe, que vous assurez toujours d'avoir un traitement juste et équitable, mais évidemment respectueux, parce que ça va envoyer le message aux gens aussi d'une façon dont vous pouvez traiter les gens. C'est peut-être pas eux directement qui vont être visés, mais si, par exemple, vous traitez quelqu'un d'une façon inéquitable devant tout le monde, les gens, ils vont se dire, ah ben, c'est peut-être pas moi, mais ça peut être moi plus tard. Donc, il va y avoir une certaine réticence qui va s'installer. Donc, la confiance, ça va être plus difficile à établir aussi. Puis, le fait d'avoir des bonnes relations avec vous va peut-être plus vu comme un privilège à préserver qu'une attente raisonnable à avoir. Donc, ça peut avoir une incidence importante sur le climat que vous allez avoir. Donc, le sentiment de justice, comment on le crée? En fait, il peut être suscité de deux façons. C'est les deux façons habituelles que la recherche démontre comme étant les plus portantes. En fait, c'est donner un contrôle sur la décision ou le processus. Quand on utilise le mot contrôle, ça peut paraître un peu intense, si je peux dire, surtout quand on est dans une position de gestionnaire où c'est nous qui devons avoir le contrôle. Mais peut-être ce serait mieux de l'utiliser comme étant de parler de contrôle. Plutôt que de parler de contrôle, on va parler de participation. Donc, la participation sur la décision ou sur le processus décisionnel. La façon de le faire, c'est que je vous propose, par exemple, c'est si vous voulez faire une participation sur la décision. Vous pouvez arriver avec une décision, avoir réfléchi, faites toute la réflexion qui va vous amener à prendre votre décision.
que ce soit par vous-même ou avec d'autres groupes de gestionnaires, par exemple. Mais ça va être important de faire comme une prédécision, si je peux dire. Il faut consulter vos employés pour pouvoir voir de quoi, qu'est-ce qu'ils pensent. L'idée, c'est pas de le faire valider ou invalider. C'est pas comme si on passait au vote. C'est juste de présenter votre idée pour que les gens puissent la commenter. Peut-être de ces commentaires-là va pouvoir, le dialogue qui va en ressortir, va pouvoir vous aider à avoir un esprit, une vision critique de ce que vous avez décidé. Il va peut-être avoir des éléments qui vont ressortir auxquels vous n'avez pas pensé. Comme aussi les employés sont souvent sur, les gestionnaires, ils ont d'autres préoccupations que ce qu'on peut avoir sur le terrain quand on est employé. Peut-être que les employés vont vous amener aussi une réalité du terrain auquel vous n'avez pas nécessairement saisi ou tenu en compte. Donc, ça va être important que vous présentiez votre décision avant de l'entériner, mais aussi que vous-même, en tant que décideur, vous laissez l'espace aussi pour pouvoir changer la décision que vous allez prendre. Parce que si vous le faites pas, l'idée de donner du contrôle et de permettre la participation, c'est que les gens se retrouvent dans votre décision. Donc, si vous la présentez juste pour le fait de la présenter, ça risque de créer plus de problèmes que d'avantages pour vous. Il y a aussi une autre façon aussi de le faire par rapport à la décision, c'est que si vous avez un processus d'appel, par exemple, c'est d'avoir un processus d'appel pour certains mécanismes. Par exemple, si on prend la gestion des plaintes, normalement, dans les procédures standards, on demande aux gens de régler les problèmes avec la personne avec qui il est né. Le problème est né. Donc, si la discussion n'arrive pas à trouver une solution ou à une résolution du conflit, normalement, il devrait avoir un autre palier supérieur, ou est-ce que c'est le supérieur de la personne avec qui est en situation d'autorité qui a fait la décision. Donc, au moins, ça va donner la possibilité à la personne d'avoir un regard critique sur la décision qu'elle a subie, et puis de faire valoir ses points de vue. Puis normalement, la réponse, que même si on entérine ou non la décision du niveau précédent, la personne qui va valider cette décision-là, elle va devoir donner une certaine justification. Donc, ça va faire du sens pour l'autre personne, le raisonnement. Qu'il soit d'accord ou qu'il soit pas d'accord, c'est pas nécessairement ce qui est important. Il faut que ça soit logique et que ça soit justifié. Comme ça, la personne, elle va pouvoir dire, au moins, j'ai été traitée d'une façon équitable parce que j'ai pu me prononcer, j'ai eu un retour qui m'a bien expliqué pourquoi mon point de vue était soit erroné ou bon. Ensuite, c'est sur le processus. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Il faut le faire peut-être plus d'une façon sporadique. L'idée, c'est pas d'impliquer vos employés sur tout le processus décisionnel. Ça peut être un peu lourd. Mais des fois, c'est aussi de consulter les gens sur le thème sur lequel vous devez prendre une décision. Donc, vous pouvez le faire par rapport à des rencontres de discussion, du brainstorming, des entrevues, des focus group aussi. L'idée, ça va être de pouvoir de retirer un peu toutes les idées que les gens peuvent avoir par rapport à un sujet donné. Et puis de là, vous pouvez les utiliser ou le mélanger, si je peux dire comme ça, avec votre propre point de vue. Et puis de là, vous allez avoir un plus grand bassin d'idées à travers lesquelles vous allez pouvoir piger pour pouvoir prendre votre décision. Puis quand vous allez la transmettre, normalement, si vous avez fait l'exercice de bonne foi avec la réelle volonté d'intégrer le point de vue de vos employés, les gens vont se reconnaître encore là dans votre décision. Donc, ils vont se dire, on est à l'écoute, on peut participer, puis notre influence, elle est réelle parce qu'on le voit dans la façon, dans les positions que l'organisation va prendre par rapport aux décisions importantes. C'est ce qui m'amène à parler du pouvoir. En fait, je trouve que c'est un élément qui est important à parler parce que justement, quand on démontre une certaine ouverture par rapport à ses employés, qu'on leur donne une capacité de nous influencer nous-mêmes, par rapport à la conception qu'on se fait du pouvoir ou à de l'autorité, on peut voir souvent ça comme étant un signe de faiblesse. On valorise ici, ça commence en train de changer avec toutes les idées sur le leadership, mais traditionnellement, on a tendance à avoir confiance dans un mode de gestion qui est autoritaire. Donc, c'est le top-down, c'est la personne qui est au-dessus, qui décide et qui commande les gens avec qui elle travaille. L'écoute, à l'arrière, ça peut être une qualité qu'un leader peut avoir, mais c'est pas nécessairement une nécessité. Donc, le fait d'avoir une conception du pouvoir qui est comme cela, ça nous empêche justement d'avoir accès à tout le potentiel de nos employés. Ça nous empêche aussi de leur démontrer qu'on a un intérêt par rapport à ce qu'ils ont la possibilité de contribuer au sein de l'organisation. Donc, je pense que ça vaut la peine de revoir un peu c'est quoi la fonction la caractéristique du pouvoir. Donc, dans le sens, le pouvoir, quand il nous est donné, il nous permet de commander. Donc, le fait d'être gestionnaire, c'est un peu inhérent à la position, mais aussi de d'autres positions peut-être plus secondaires où on a quand même un rôle, une certaine responsabilité de gestion, comme les coordonnateurs, par exemple, de projet. Ça peut être un exemple où il y a un certain pouvoir d'action. Donc, ça nous permet de commander pour pouvoir répondre aux attentes que le travail ou que l'organisation a envers nous. Mais cette réponse aux attentes-là doit être faite par un consensus. Donc, ça nécessite le pouvoir, l'exercice réel du pouvoir va demander d'avoir un consensus, ce qui est tout à fait logique aussi parce que si vous prenez des décisions sans consulter personne, elles risquent d'être désincarnées du milieu dans lequel vous allez l'appliquer. Et ce qui va faire en sorte que les gens vont pas nécessairement se reconnaître, ils vont pas se sentir interpellés. Donc, ça risque de créer une certaine, j'oserais pas dire une léthargie, mais une difficulté d'action et de participation au sein de votre équipe. Et vous aurez peut-être pas nécessairement accès aussi au meilleur de chacun.
Donc, c'est important de distinguer, à mon avis, le pouvoir, qui est peut-être vu comme une force, l'autorité, qui est peut-être vu comme une application par la force du pouvoir, alors que le pouvoir, c'est peut-être plus une capacité de persuader, d'influencer. Puis, il faut se rappeler aussi que même si vous faites une ouverture par rapport à vos employés, à la décision que vous allez avoir à prendre, le pouvoir discrétionnaire de la décision va vous revenir à vous strictement. Donc, il faut pas voir non plus la participation comme étant une usurpation de de votre pouvoir à vous, un remplacement. Donc, ça va être à vous aussi de pouvoir maintenir aussi votre position de gestionnaire. Dans la présentation que Amélie va vous envoyer, je vous ai donné quelques outils aussi parce que le pouvoir, ça requiert d'avoir une bonne connaissance de soi, surtout dans les moments où on est un peu plus fragile ou on se sent peut-être un peu plus menacé pour toutes sortes de raisons, soit parce que ça va pas bien à la maison, soit parce que ça va pas bien au travail. Des fois, c'est une posture difficile à occuper, l'image d'autorité et de gestion qu'on peut avoir. Donc, ça va vous demander, si vous faites un exercice où vous allez pouvoir développer votre vision en tant que gestionnaire, ça va pouvoir vous aider à vous orienter dans les moments un petit peu plus difficiles. Donc, vous allez voir dans la présentation qu'Amélie va vous envoyer, je vous ai envoyé quelques questions. J'ai pas la prétention qu'avec ces questions-là, vous allez réussir à établir tout ça, mais au moins, ça va initier une réflexion pour vous, pour pouvoir vous définir un peu mieux en tant que personne et en tant que gestionnaire. Puis cette définition-là va pouvoir vous aider dans le futur à vous réorienter dans les moments de confusion. Donc, si on résume jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est important, pour pouvoir faire de la prévention, c'est important de pouvoir mettre l'accent, oui, c'est de comprendre le droit, mais mettre l'accent surtout sur les relations parce que elles sont plus importantes parce qu'elles sont toujours en changement. Donc, il faut toujours s'habituer, il faut toujours se réhabituer, il faut toujours avoir une lecture constante de comment le milieu dans lequel on évolue se développe, se dévoile. Et puis, le fait de gérer, si vous gérez vos relations par le dialogue, vous allez réussir à créer une ouverture par rapport à vos employés. Ainsi, ça va vous permettre de mieux saisir les attentes, les valeurs, les intérêts, les besoins de vos employés en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. Donc, le fait de pouvoir bien lire votre environnement, ça va vous permettre de pouvoir prendre les meilleures décisions qui vont être plus justes aux yeux de tous. Et puis, si là, vous comprenez bien la matrice de votre milieu, et des gens qui en composent, ben, vous allez réduire le risque de conflit parce que vous allez savoir de quelle façon vous adapter à votre milieu, mais aussi vous allez avoir une possibilité d'améliorer, de susciter le potentiel qui est disponible auprès de vos employés parce que vous allez montrer cette ouverture-là. Donc, ce qui va faire en sorte que vos choix vont être meilleurs, les décisions que vous allez prendre vont être meilleures, les qualités de vos relations vont être meilleures aussi. Et puis, le fait que vous allez avoir un traitement juste et équitable envers vos employés du fait que vous êtes ouvert au dialogue et que vous êtes sensibilisé à la question du traitement juste et équitable, vous allez créer par le fait même justement un environnement qui va être sain et dans lequel les gens vont être épanouis. Donc ça, c'est pour la partie plus conceptuelle et théorique. Évidemment, les outils qui vont être proposés, comme je vous dis, on va y passer brièvement parce que déjà, je crois que le temps imparti est terminé. Donc, les outils que je vous propose, c'est dans des circonstances où si vous faites face à des tensions que vous devez gérer en tant que gestionnaire. Une fois que vous les avez maîtrisés, ça serait important, ça serait intéressant en tout cas de pouvoir encourager vos employés à les appliquer eux-mêmes également. Comme ça, chacun des membres de votre organisation va être outillé pour pouvoir désamorcer les conflits, c'est-à-dire quand ils vont réaliser que les étapes 2 et 3, là, ils sont en train d'être franchis. Donc, ça va être le moment de pouvoir initier un dialogue constructif pour pouvoir arriver à une entente mutuelle. Donc, je vous ai proposé 2 méthodes en particulier. En fait, je vous proposez deux motifs possibles de tension. Le premier, ce serait sur la participation à un dialogue réel et non un débat. Comme je vous disais précédemment, des fois, c'est juste la participation au dialogue en lui-même qui peut être difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est de vérifier si les 4 compétences au dialogue sont comprises et appliquées. Donc, vous pouvez en parler en groupe si vous sentez que l'ensemble du groupe a une difficulté à dialoguer, mais aussi vous pouvez prendre les individus qui sont peut-être plus récalcitrants, ce genre d'échange-là, et puis en discuter avec vous. Vous allez voir justement dans la présentation qu'Amélie va vous envoyer après, je vous ai donné quelques pistes d'intervention qui sont évidemment des suggestions, mais que je vous invite aussi à trouver votre propre approche en fonction du milieu dans lequel vous travaillez. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes confronté à des gens qui veulent pas participer ou qui participent mal au dialogue, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les réticences et de les ramener justement au bienfait du dialogue, qui donc, je vous ai mentionné tout à l'heure d'une façon quand même résumée.
Ensuite, il y a les motifs de discussion aussi, où c'est là où les tensions peuvent naître le plus, c'est sur le thème dont vous allez discuter. Donc, l'idée, brièvement, quand vous allez avoir une présentation plus détaillée sur les méthodes que je vous propose, dans un premier temps, il va falloir, par exemple, amener les parties à nommer le problème. Ça peut paraître assez banal, en fait, mais c'est fondamental parce que si on voit pas le problème de la même façon, vous allez réellement avoir un dialogue de sourds. Donc, si vous sentez pas que le problème, c'est un problème commun qui vit de la même façon, mener la discussion va servir à strictement rien, puis va peut-être amener encore plus de confusion. Donc, à travers les discussions, l'idée, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui sous-tend les positions de chacun, essayer de trouver une façon de concilier les différents points de vue ou amener les gens à faire un certain compromis ou les amener à modifier leur point de vue. Donc, pour ce faire, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, il va falloir que vous identifiez les valeurs qui sous-tendent les positions de chacun. Identifier aussi les attentes, les objectifs qui sont visés en occupant la position qui est débattue. Puis aussi, vous allez pouvoir mettre en évidence et demander aux personnes avec qui vous êtes amené à discuter, de mettre en évidence l'impact que cette position-là peut avoir sur le milieu si c'est appliqué. Ça fait comme une espèce de simulation d'application d'une certaine position. Donc, ça permet de comprendre un peu la réalité de ce que ça va être si on opérationnalise la décision qui est valorisée ou qui est mise de l'avant. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, le temps nous manque. Malheureusement, je suis désolée pour pouvoir aller plus en profondeur sur les motifs, mais comme j'ai dit, vous allez recevoir un document qui le détaille et puis ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions si vous avez de la difficulté à les appliquer ou s'il y a des choses qui sont pas claires. Donc, en conclusion, je pourrais dire que la prévention va dépendre aussi de l'attention que vous allez porter à votre environnement. Ça va être important, comme je l'ai dit souvent, de connaître les signaux d'alerte au conflit, mais aussi les attentes des gens. Comme ça va vous permettre d'orienter votre action en fonction de ces éléments-là qui sont importants à rencontrer pour pouvoir assurer la participation des gens. C'est en initiant le dialogue, vous allez faciliter la réduction des tensions, que ça va permettre à chacun de comprendre le point de vue de l'autre et de s'ajuster aux attentes. Donc, l'idée du dialogue, c'est aussi de comprendre la logique avec laquelle les gens fonctionnent. Et à partir du moment où on comprend cette matrice-là ou cette map-là mentale, c'est plus facile de pouvoir influencer ou de persuader les gens d'avoir une autre idée ou de les amener à bouger un petit peu de la position qu'ils occupent pour le moment. Et puis, le fait que ce soit fait, le fait que vous preniez le temps de décortiquer les tensions vont démontrer aussi le respect que vous avez à vos employés par rapport à eux, puis l'importance qu'ils ont aussi pour la formation de votre équipe et puis la réalisation des résultats. Ce qui va faire en sorte que vos employés vont avoir confiance en vous. Ils vont sentir qu'ils sont respectés aussi, donc ils vont vouloir se mobiliser autour de vous et puis ils vont chercher à vous donner la meilleure performance. Donc, ça va être un avantage pour l'organisation parce qu'il va avoir accès au meilleur potentiel de ses employés, mais ça va être bénéfique aussi pour eux et pour vous, parce qu'ils vont vivre dans un environnement qui est stimulant. Et ce qui va faire en sorte qu'ils vont sentir qu'ils vont pouvoir s'impliquer à la hauteur de leur capacité. Et donc, ça va être une belle émancipation que vous allez probablement observer au sein de votre équipe. Et puis de là, vous allez réussir à atteindre des résultats peut-être que vous aurez peut-être jamais osé penser. Donc voilà, donc par l'approche dialogique, vous allez réussir à créer un milieu de travail qui va être juste et sain. Et puis, ça peut vous apporter toujours des belles surprises. Donc voilà, donc j'ai terminé pour la présentation. Donc si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Caroline. Donc, je reprends aussi la parole tout simplement pour pouvoir bien transmettre l'ensemble de vos questions à Caroline. Je vais également tout simplement changer ça ici. Donc, dans un petit instant, vous aurez encore une fois la présentation finale. Donc, je vous invite tous à utiliser la plateforme en gris sur votre droite pour nous transmettre vos questions par écrit. Il fera grand plaisir d'y répondre si vous avez des questions en direct. Toutefois, comme Caroline le mentionnait, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête par la suite, elle sera tout à fait disponible pour y répondre. Donc, nous avons une première question, Caroline. On nous demande pour quel type de décision suggérez-vous d'appliquer la méthode participative?
Ben en fait, je dirais que ça dépend de beaucoup de choses. Ben, d'abord, ça dépend de votre ouverture à initier le dialogue. Si c'est quelque chose qui est pas nécessairement valorisé dans votre organisation, je pense que d'y aller pour les décisions qui risquent de toucher le plus grand nombre possible du membre de votre équipe, ça pourrait être un bon début pour pouvoir essayer de voir comment les gens réagissent, comment vous-même aussi vous gérez ce type de situation-là. Il faut essayer d'éviter à tout prix justement de le faire d'une façon systématique, parce que de consulter toujours vos employés pour toutes les décisions que vous devez prendre, parce que ça risque d'envoyer le signal que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Et puis aussi le fait de demander la participation, ça prend du temps à tout le monde. Donc, il faut essayer d'être efficace, mais je pense que le principe qui devrait vous guider, c'est si c'est plus la décision va avoir un impact sur le travail de chacun, le quotidien de chacun, je pense que ça vaudrait quand même la peine de participer aussi. Et des fois, si vous êtes dans le doute, quitte à juste lancer en réunion l'idée de sonder l'intérêt des gens à se prononcer sur ces questions, ça peut être aussi une bonne façon de commencer à voir. C'est une méthode, je crois, qu'il faut essayer comme c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. J'aurais tendance à dire, essayer d'y aller plus prudemment que d'y aller tout azimut. Donc ça, comme ça, vous allez réussir à voir aussi comment chacun des membres de votre organisation et vous-même réagissez. Et puis à partir de là, vous allez réussir à mettre en place un mécanisme qui va fonctionner ou avec lequel tout le monde va être à l'aise. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, on nous demande, par rapport à la réponse que tu viens de donner, de quelle manière, dans ce cas, peut-on mesurer l'impact d'une telle approche? Mais en fait, c'est une très bonne question parce que je trouve qu'on a toujours cette volonté-là de mesurer les résultats. Comme je disais tout au début de ma présentation, mais j'étais très intéressée de voir de toute façon l'influence des normes tangibles et intangibles. Et puis, je trouve que la rationalité nous amène à être obligés d'avoir des trucs qui sont mesurables, quantifiables et tout. Évidemment, dans un contexte comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il va falloir y aller plus avec une approche qualitative. Donc après, il y a différentes façons, différents sondages qu'on peut remplir ou on faire une évaluation un peu plus technique de l'impact que ça peut avoir. Mais je crois que l'intérêt de savoir l'impact que ça a, c'est de voir de quelle façon votre travail va s'améliorer. Je pense que ça va être à vous en tant que gestionnaire de noter les améliorations. C'est peut-être un exercice que vous pouvez faire en équipe en posant des questions, en faisant des tours de table, voir qu'est-ce que les gens ont aimé ou non. Donc, évidemment, ça va pas donner des chiffres, des quantités ou des choses auxquelles on se sent à l'aise pour pouvoir se réconforter qu'on a une approche qui a réussi. Mais je pense qu'en gardant toujours la porte ouverte ou garder cette ouverture-là, vous allez voir aussi de quelle façon vos employés ou les membres de votre équipe vont répondre. Donc, si vous sentez que les plus timides, par exemple, ont tendance à parler plus, ben vous pourrez estimer que ça a un impact positif si la qualité de vos décisions est encore plus grande, si vous sentez que des membres de votre équipe ont pris une certaine initiative, font preuve de créativité. C'est tous des éléments ou des indicateurs qui vont démontrer que votre approche apporte fruit. Mais si vous voulez des chiffres, des quantités, évidemment, je pense que vous allez malheureusement devoir en faire votre deuil parce que c'est un peu difficile de faire. Mais c'est surtout votre opinion qui va compter, à mon avis. Merci beaucoup, Caroline. Donc, écoutez, on n'avait pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être si tu voulais proposer une ou deux recommandations particulières, des petites choses à garder en tête? Oui, mais en fait, je pense que moi je pourrais dire la façon dont j'ai développé cette vision-là avec le sentiment de justice, c'est tout qui a fait qui a quand même tranché avec la formation en droit que j'avais reçue. Je pense qu'il faut surtout valoriser aussi ses instincts, les sentiments qu'on a. Et puis c'est sûr que comme une collègue m'a déjà dit, tu convaincs pas vraiment ton patron avec des instincts ou des intuitions, mais le fait que vous avez c'est peut-être ce sentiment-là au début, essayez de le valider. Et puis à partir du moment où vous allez justement valider vos intuitions ou la façon dont vous mener vos relations d'une façon juste et équitable, si vous faites confiance au départ, puis vous validez vos points de vue, soit avec les gens ou avec le résultat que ça va donner, ben, doucement, vous allez réussir à développer une approche qui vous est personnelle, qui vous est adaptée aussi. Et puis, j'ai mentionné très brièvement, mais c'est quelque chose de quand même assez important, à mon avis, c'est de créer une vision aussi de sa posture de gestionnaire. Ça peut paraître simple comme ça, mais des fois, quand on se pose des bonnes questions, on peut quand même être assez étonné
de voir à quel point on n'a pas une conception claire de la façon dont on voit notre travail. Puis le fait de faire cet exercice-là en comprenant c'est quoi nos idéaux, de comprendre c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour nous, c'est quoi les résultats atteignables ou non atteignables qu'on souhaite se donner. Je pense que ça nous permet déjà de créer une forme un peu plus concrète de qui on est. Puis une fois qu'on est solide par rapport à la conception de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut faire aussi en tant que gestionnaire, ça va vous donner une certaine solidité aussi quand vous allez être contredit ou quand votre position va être questionnée. Donc, je pense que c'est un élément qui est important aussi à ne pas négliger pour pouvoir avoir une certaine solidité dans la façon dont vous allez intervenir, parce qu'il faut pas non plus voir la vie en rose. Des fois, le dialogue, ça va nous amener aussi à répondre à des questions qui nous déstabilisent et qu'on n'est pas nécessairement prêt à répondre ou ne serait-ce qu'être compétent aussi pour répondre sur ce genre de questions-là. Fait que si vous avez une solidité par rapport à qui vous êtes, normalement aussi, votre ignorance va moins vous déranger également. Donc, il suffit d'avoir confiance dans votre posture aussi. Puis je pense que ça serait un bon point de départ pour pouvoir mettre en place justement une mesure qui est plus participative parce que ça va être important pour que vous-même soyez solide dans votre vision de gestionnaire pour pouvoir être ensuite accueillir les autres dans votre processus décisionnel. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation très pertinente et percutante, permettez-moi. Je trouve vraiment que ça va offrir des beaux outils aux gestionnaires pour introduire le dialogue et l'ajouter définitivement dans leur culture d'entreprise. Donc, écoutez, vous voyez à votre écran les coordonnées de Caroline si vous souhaitez lui envoyer vos questions. Bien entendu, cette présentation vous sera transmise en version PDF après la fin du webinaire. Donc, au cours de la journée, vous recevrez le tout. Vous pourrez, bien entendu, reconsulter le document pour joindre Caroline. Donc, sur ce, je vous remercie sincèrement d'avoir été avec nous. Vous êtes nombreux à avoir été avec nous aujourd'hui du Québec et de la France. Merci beaucoup pour votre participation. J'en profite pour prendre un instant pour remercier nos nombreux partenaires qui permettent au groupe Entreprises en santé de poursuivre sa mission. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire.